sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Jean-Philippe Sawaou est producteur de copra. Ce matin, il reçoit une livraison de noix de coco. C'est parti. Une fois descendus de la benne, les sacs sont immédiatement pesés. 45. Ce jour-là, 4 sacs d'une trentaine de kilos chacun ont été livrés à Jean-Philippe. Acheter 80 francs le kilo, c'est la principale source de revenus pour de nombreux habitants d'Ouvéa. Ici, naturellement, je peux dire que voilà, on vit de ça ici. Comme il y a juste que ça ici sur l'île qui nous fait des revenus. C'est juste pour nous, pour acheter du pain, de quoi qu'on a besoin pour la maison, du sucre. Oui. À peine livré, Jean-Philippe met à sécher les morceaux de noix de coco pendant plusieurs jours. Je produis et j'achète aussi pour ensuite sécher, prêt à le transformer à l'huilerie. Et à l'huilerie, ça donne De l'huile pour le central électrique et aussi le savon. Je vide ça. Et c'est un moyen pour moi d'aider socialement nos jeunes, les petites familles, les couples à avoir une vie un peu correcte. Une fois étalée sur les grilles, la chair est séchée grâce à un foyer alimenté par les bourres de coco. Voilà. Dès qu'il prend feu comme ça y est, c'est parti. C'est l'avantage du pot de coco. Et tu vas le chauffer alors pendant combien de jours? Pendant 3 jours. 3 jours pour que le produit soit commercialisable. Mais aujourd'hui, cette filière est menacée par plusieurs facteurs, notamment le brontispa, un insecte ravageur originaire d'Asie du Sud-Est. Brontispa, c'est la petite bestiole qui fait mauvais le cocotier, qui vit dans le cœur du cocotier. Et ça l'abîme? Et ça l'abîme, ça le tue des fois. Quand le cocotier il est vieux, donc il a du mal à survivre, quoi. Des cocoteraies menacées également par des pertes de variétés ou de connaissances sur les espèces. Alors le projet Protège, financé par l'Union européenne et piloté par la Communauté du Pacifique, met en place des actions pour sauvegarder la filière. En Polynésie française, c'est le pandanus qui fait l'objet d'une étude sur la coloration de ses feuilles pour l'artisanat. Des initiatives pour valoriser économiquement et culturellement des produits traditionnels et des savoir-faire ancestraux des îles océaniennes. En Océanie, les cocotiers sont au cœur des traditions culturelles et une importante source de revenus. Mais depuis plusieurs années, les cocoteraies sont fragilisées par le changement climatique ou des espèces envahissantes. Afin de préserver cette ressource, le projet Protège finance un inventaire des variétés de cocotiers, notamment sur l'île d'Ouvéa. C'est Roland Bourdex, chercheur en génétique et spécialiste de cette plante, qui est en charge de cette étude. L'objectif de ma mission ici, en premier lieu, c'est de réaliser un inventaire des variétés et formes de cocotiers qui existent donc à Ouvéa et en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on va dans une cocoterie essayer de retrouver une forme de cocotier très rare dont les jeunes fruits, quand on coupe le dessus, au lieu d'être blanc, c'est légèrement rose à l'intérieur. Et cette variété, dans la plupart des pays, est réputée médicinale, mais par contre, ici à Ouvéa, c'est pas sûr. Si, ici aussi. Ici aussi, vous avez pu... Ouais, d'accord. C'est ça confirmé hier. D'accord, ok. Pour ses recherches, il est accompagné de Zach Adjuniopé, le président de l'Association pour la sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa. Ils ont rendez-vous dans la cocoterie de Jean-Philippe Sawaou pour essayer de trouver cette coco rare.
Alors. À peine descendu de la voiture, Roland repère quelque chose. Et celui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'essaie de regarder dans les racines parce que si je sais que si les noix sont roses, à l'intérieur des racines, il y a une espèce de petit filet rose. Mais alors celui-là, dans cette noix de coco, il n'y a pas ce petit filet rose. C'est lequel? Ah, ça. On voit la couleur qui apparaît. On voit quoi, comment? Un peu plus loin, Zach a peut-être trouvé la noix de coco que recherche Roland. Ah là, non, celle-là, c'est pas très net. Hein. Oui, mais en fait, elles sont nettes quand ils sont... Plus jeunes. Mais essaye de couper la bourre pour qu'on voit quand même un peu. Ouais, non, tu vois, non, c'est trop vieux ça. On voit plus. Pas de coco rose sur cette parcelle, mais Zach nous rappelle l'importance du cocotier à UVA. Les familles ici, on retire du cocotier énormément de choses pour les besoins, je veux dire, culturels, la culture. Pour tresser des sacs, il faut prélever des feuilles, il faut enlever des feuilles. Pour faire de la salade, ils retirent juste le cœur de l'arbre pour pouvoir l'exploiter en salade. Puis aussi pour se construire des cases traditionnelles, ils ont besoin de feuilles mortes qu'ils vont ramasser sous les arbres, de nombreuses feuilles pour pouvoir reconstruire, réparer les paillotes des maisons. Donc, voici quelques utilisations. Mais en termes culinaires, donc ici, toutes les cuisines elles sont à base de lait de coco. Donc ils en ramassent pas mal, je veux dire, par jour pour faire leur cuisine traditionnelle. Cela fait 3 semaines que Roland sillonne la Nouvelle-Calédonie. Il profite de sa présence sur cette parcelle pour continuer son inventaire. Alors ça, c'est un cocotier que j'ai déjà pris en photo et les gens ici appellent ça Wanusem. En fait, ça fait des très gros régimes où il y a vraiment beaucoup de cocos qui sont de taille moyenne. Et souvent, les gens disent que ces cocos-là sont très bons à boire, ils sont sucrés. Tu as un coupe-coupe ou un truc comme ça? Il faudrait le nettoyer un peu, il faudrait couper un peu de feuilles pour que le cocotier soit beau et qu'on puisse faire une photo. Dès que Roland repère un cocotier non répertorié, il le décrit et le prend en photo pour enrichir son catalogue variétal. Il est important de faire ce catalogue d'abord pour que les gens prennent conscience qu'il existe une vraie diversité des variétés et des formes de cocotiers et aussi qu'on peut utiliser cette variété de cocotiers et cette diversité à la fois dans les jardins et en agriculture. Et l'idée, c'est qu'en donnant envie aux gens d'avoir des différentes variétés de cocotiers, ils s'intéressent plus à cette plante et arrivent à utiliser de meilleures variétés à la fois dans leur jardin et dans leur champ. Pourquoi c'était important cette visite de Roland alors? Il est important pour nous, c'est pour déjà connaître nos variétés qu'il y a ici chez nous. Donc, permettre déjà d'identifier les bons cocotiers, ceux qui produisent beaucoup, pour pouvoir demain prendre ce qui est meilleur pour la production. Pour l'instant, je dois être à peu près à 21 formes et variétés différentes de cocotiers en Nouvelle-Calédonie. Mais j'espère en trouver plus. À l'issue de son étude de terrain, Roland fera des recommandations aux partenaires de Protège pour revaloriser la filière, sélectionner les meilleurs cocotiers en fonction des produits recherchés et les plus résistants face aux différentes menaces.
Wallis et Futuna, le cocotier est également au cœur de la vie quotidienne des habitants. L'archipel et ses îlots sont parsemés de cet arbre, surnommé l'arbre de vie. Ce qu'on peut dire, c'est que les habitants de Wallis et Futuna, comme beaucoup d'habitants des îles du Pacifique, vivent avec le cocotier. On dit que c'est l'arbre aux mille usages. On l'utilise pour les fabrications d'habitats, on l'utilise pour la confection d'objets artisanaux, son huile, pour son eau. C'est vraiment un arbre qui est très important, qui fait partie pleinement du quotidien des Wallisiens. On l'utilise beaucoup aussi pour tout ce qui est alimentation porcine. Et donc c'est vraiment un arbre à préserver, qui a un fort enjeu aussi bien culturel qu'économique, car on voit aujourd'hui qu'on peut aussi dégager des revenus en exploitant le cocotier. Afin de mettre à l'honneur le cocotier, la Direction des services de l'agriculture du territoire et protège organise depuis 2020 la journée mondiale du cocotier. Démonstration d'artisanat traditionnel avec concours de tressage. Allez, on encourage les mamies. Allez, Atelier de transformation et de dégustation de différents plats à base de coco ou stand de cosmétiques. On utilise l'huile de coco pour faire des crèmes pour le corps, des savons et des baumes à lèvres. Un événement qui est aussi l'occasion de sensibiliser la population à l'écologie. Si on est là, c'est pour le réchauffement climatique, pour essayer de sensibiliser les jeunes à travailler ce qui est local pour éviter le plastique. On a travaillé la calebasse. La calebasse, je l'ai fait pour des assiettes pour le pique-nique. Et comme ça, on évite l'assiette en plastique. Tressage, sculpture et décoration florale, une journée pour préserver des savoir-faire traditionnels menacés de disparition. Dans le domaine du tressage, si les mémés, si les mamies là-bas s'en vont, décèdent, il y a des savoirs que nous devons enregistrer, que nous devons garder, mais les intérêts des enfants en ce moment se portent sur autre chose que sur le tressage des feuilles de cocotier. Bon, ben ça revient. Le fait d'avoir mis en place la fête du cocotier remet un petit peu à jour tout cet art de tressage. Une fête qui s'inscrit dans le plan de gestion et de valorisation des cocoteraies de Wallis et Futuna, soutenu par le projet Protège. Pour la filière cocotier, on a 3 axes, qui est d'abord de gérer correctement les cocoteraies ou de relancer une gestion intégrée. Deuxièmement, de valoriser les variétés génétiques qui existent ici. Et troisièmement, la filière de transformation à partir du cocotier. Les cocoteraies qui sont ici ont été largement plantées par le passé. Il y a eu un gros dynamisme autour de la culture du copra. Mais depuis 40 ans, ça s'est assez effondré avec les exodes progressifs qui se sont faits des jeunes générations. L'entretien des parcelles de cocoteraies a été aussi délaissé. Donc aujourd'hui, c'est la ressource de cocotier qui est vraiment à relancer parce que les cocotiers sont en place, mais en fait sont vieillissants et improductifs. Et en plus, on est en train de perdre des bonnes variétés. Ensuite, il y a une autre difficulté principale qui est de reformer les gens à la gestion des cocoteraies et à toute la transformation qui peut être faite derrière, à l'intérêt que les jeunes générations peuvent avoir. Des actions de valorisation des produits issus de la cocoterie doivent être prochainement mises en œuvre pour soutenir durablement la filière. En Polynésie française, le projet Protège soutient la filière de l'artisanat issu du pandanus, avec un travail de recherche sur la coloration des feuilles de cet arbre à partir de plantes présentes dans la biodiversité polynésienne. Un projet initié par la Direction de l'agriculture. Objectif, valoriser les ressources locales et préserver des savoir-faire traditionnels. Alors il faut savoir que la coloration des feuilles de pandanus telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les artisans nécessite beaucoup de préparation, notamment des temps de cuisson très longs et pour quelques rouleaux seulement. Donc des rendements pas terribles et beaucoup de consommation d'énergie. Gaz et bois notamment. Et donc le projet initié par la Direction de l'agriculture, le projet Protège, c'est d'associer les connaissances traditionnelles des artisans aux connaissances scientifiques des chercheurs de l'Université de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
pour définir, trouver des nouvelles recettes qui soient plus efficientes. Donc optimiser les recettes et pourquoi pas les diversifier, trouver des nouvelles couleurs. Émilie Stirlin est chercheuse en chimie à l'Université de la Polynésie française. C'est elle qui conduit cette étude sur les plantes tinctoriales. Après une recherche bibliographique sur les teintures locales traditionnelles, Émilie a identifié des plantes peu ou plus utilisées en Océanie. Ce matin, elle se rend sur la parcelle d'Éric pour trouver une nouvelle espèce colorante. Du coup, on a vu qu'à l'entrée du Faapou, il y a des rocouillés, donc en tahitien un wefa. Et ça donne en fait nous on s'intéresse aux fruits et les graines qu'on récupère, ça donne du rouge. Donc c'est déjà utilisé en pigment alimentaire, mais pas ici en Polynésie française. D'où l'intérêt d'essayer de le revaloriser pour voir un peu ce que ça peut donner sur les feuilles de pandanus. Importé d'Amérique du Sud, le roucouillé est difficile à trouver car peu exploité en Polynésie française. Seuls quelques pépiniéristes comme Éric en font encore pousser. Alors pourquoi les roucouillés ont été plantés ici? D'une part parce que ça fait une jolie haie, ça pousse très vite, que ça donne des couleurs sympathiques, et les fleurs sont jolies aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on a planté ça, il n'y a pas d'utilité particulière. Émilie pense quant à elle qu'il serait très utile pour la coloration des feuilles de pandanus. On va en ouvrir un et en fait, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est ça, c'est les graines rouges, fraîches, hein, qu'on utilise directement, on écrase et que je mets après dans des bains en contact avec les feuilles de pandanus à colorer. J'ai fait plusieurs études, on va dire dans la littérature, sur des livres sur les colorants utilisés dans le monde. Et il s'avère que le roucouillé est déjà utilisé en tant que pigment alimentaire. Donc, notamment dans les colorants des fromages aux Pays-Bas ou également on le trouve dans les gâteaux Tim Tam. Et donc c'est pour ça qu'on s'est concentré aussi sur cette plante, puisque ici elle n'est pas tellement utilisée en tant que pigment. Actuellement aux Australes, ce qu'ils utilisent surtout pour le rouge, c'est l'écorce de Falcata. Du coup, le problème c'est que c'est une écorce, donc il faut la couper de l'arbre. L'intérêt c'est de pouvoir trouver des alternatives à ce qui se fait actuellement, où ils utilisent des écorces des arbres, et trouver quelque chose de renouvelable qui puisse éviter donc, de détruire les arbres ancestrales présents ici. Émilie va également ramasser des feuilles de papayer pour obtenir de la teinture verte. La cueillette du jour est rapportée au laboratoire de l'Université de la Polynésie française. Des expériences chimiques y sont faites pour obtenir des colorants originaux qui se fixent durablement sur les feuilles de pandanus et avec une durée de fabrication optimisée. Là, je vais ouvrir chaque fruit et récupérer toutes les graines rouges à l'intérieur. Et c'est les fruits frais que je vais utiliser pour les teintures. Les graines sont ensuite broyées avant d'être mises dans l'eau pour obtenir la teinture. Un rouleau de pandanus est immergé dans le liquide porté à 100 degrés. Je laisse la température identique, mais je teste plusieurs durées, donc 1, 2, 3 jours ou 2, 3, 6 heures par exemple. Je teste également la quantité de graines fraîches par rapport au rouleau de pandanus qui est toujours à 25 grammes. Mais je teste plusieurs quantités différentes. Et également, en fait, des fois, on ajoute ce qu'on appelle un mordant. Ça permet de fixer la coloration sur les fibres de pandanus. Donc, par exemple, avec les graines de roucou, en ajoutant du bicarbonate de soude, ça fait également modifier la teinte. Ou en ajoutant des feuilles de tohu pour aider à la fixation. Donc ça, c'est des feuilles de pandanus, des échantillons de rouleaux qui ont été colorés donc par différents tests. Par exemple ici, avec un rouge qui se fixe plus ou moins. Là, plutôt un rouge-orange qui tend vers le brun. Également là, plutôt foncé. Un nuancier est ensuite constitué pour référencer les couleurs obtenues en fonction du temps de cuisson et des quantités de plantes utilisées. Les mêmes manipulations sont réalisées avec les feuilles de papayer pour le vert,
du curcuma pour le jaune, des noix de bancouli pour le noir, ou encore le pinus pour le marron. Une fois les pigments obtenus, ils sont envoyés à l'Université de Nouvelle-Calédonie, où sont réalisés des tests sur leurs propriétés chimiques. C'est Romain Claude, étudiant-chercheur en chimie des biomolécules, qui est en charge de cette étude, valorisant la coopération entre territoires. Alors ça, c'est des extraits qui nous ont été envoyés d'Émilie de la faculté de Tahiti. Et en fait, ça, là, nous, comme vous pouvez voir, nous avons des feuilles de papayer, nous avons des rhizomes de curcuma, nous avons des graines de roucou, nous avons des feuilles d'opouï, nous avons plein d'autres extraits comme par exemple du pandanus, des cires de pinus. Alors quand je les reçois, déjà j'ai 3 missions. C'est qu'en fait, il faut que je détermine si ces extraits ils ont des activités antioxydantes, s'ils ont des activités antibactériennes ou antifongiques. Et ma dernière mission, c'est ensuite de caractériser ces extraits pour voir la composition, de quoi ils sont composés. Romain va dissoudre les pigments dans des solvants afin de réaliser ses analyses chimiques. Donc là, j'ai mis des graines de roucou auquel je vais ajouter mon réactif qui va me permettre de déterminer si mes graines de roucou elles ont une activité antioxydante ou pas. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ma plaque, je la mets dans une machine afin de pouvoir justement avoir les données qui me permettront de savoir si mes extraits ont des propriétés antioxydantes ou pas. Le fait d'avoir ces propriétés antioxydantes, cela va permettre à nos rouleaux de pandanus qui vont être teintés par la suite de préserver la couleur plus longtemps et en évitant qu'elle se détériore justement par des mécanismes d'oxydation. Donc là maintenant ma plaque, je viens l'insérer dans un lecteur de microplaques, comme ceci. Ensuite, je lance le programme. Donc là, la machine est en train de mélanger nos extraits à l'intérieur de la microplaque. Et là, elle est en train justement de lire l'absorbance dans mes puits, afin que je puisse déterminer si mes extraits possèdent ou non des activités antioxydantes. Voilà, et là ça apparaît ici. J'ai des données brutes qui apparaissent ici, et après traitement, on peut en sortir la conclusion ou non des propriétés antioxydantes de nos extraits. Donc en plus des propriétés antioxydantes, on va regarder si nos extraits ils possèdent éventuellement des propriétés antibactériennes et antifongiques. Donc pourquoi on s'intéresse à ces propriétés? Tout simplement, si nos colorants possèdent des propriétés antifongiques, on espère qu'ils puissent les transmettre au rouleau de pandanus lorsqu'ils vont effectuer les teintures. Et donc, qui dit propriété antifongique dit résistance aux champignons. Donc, ça pourrait être un plus pour les personnes qui fabriquent ces rouleaux de pandanus, parce que lors du stockage, par exemple, dans des pièces humides, si nos rouleaux ont des propriétés antifongiques, ça pourrait peut-être éviter le développement de champignons, donc la dégradation des rouleaux. Et pareil pour les activités antibactériennes. Si nos rouleaux possèdent des activités antibactériennes, ça peut éviter qu'ils se dégradent, qu'ils se fassent attaquer, qu'ils se fassent manger, tout simplement qu'ils se conservent plus longtemps dans le temps. Après 5 mois de recherche, Romain a constaté que certains extraits, comme le curcuma, les feuilles de miro ou les sures de pinus, avaient de bonnes propriétés antioxydantes. Toutes ces données seront compilées dans des fiches à destination des artisans utilisant le pandanus. Il va y avoir un protocole pour chaque teinture avec la façon de procéder pour teindre les rouleaux de pandanus et les informations par rapport aux composés utilisés, s'ils possèdent ou non des propriétés antioxydantes, antifongiques, antibactériennes. Retour en Polynésie française, sur l'île de Rimatara. Le tressage de pandanus y est une tradition et une source de revenus pour de nombreux artisans. C'est le cas pour Manola Taïa, qui a appris à tresser avec sa mère. Ça, c'est ma vie, parce que ma maman, elle vit dans l'artisanat. C'est ça qui nous a nourris, parce qu'on est 3 sœurs et mon papa est déjà décédé et ma maman nous a nourris avec ça, c'est l'artisanat. Ça aide à payer un peu là et aussi payer l'étude de mes 2 filles. Manola pratique aussi la coloration de ses feuilles de pandanus. Pour obtenir du vert, elle mélange dans un fût des feuilles de papayer et d'aouti et ajoute également des morceaux de papaye. Alors je découpe. On prend aussi ça pour blanchir notre pandanus,
Pour blanchir, on a besoin aussi ça, les feuilles de verre, même aussi les fruits. Hein. Un protocole de cuisson très chronophage de 5 jours minimum. Alors Manola veut améliorer son processus de coloration. Elle a donc souhaité assister à la mairie de Rimatara à une rencontre organisée par la direction de l'agriculture dans le cadre de Protège. Moi j'envoyais des échantillons de plantes qui pouvaient apporter de la couleur pour voir si en plus de colorer le pandanus, ça pouvait le protéger par exemple des moisissures. Émilie Stirlin, la chercheuse en chimie, est venue présenter aux artisans les résultats de son étude sur les plantes tinctoriales. Au-delà des couleurs, ce sont les mordants ou fixateurs de teinte qui ont retenu l'attention des artisans lors des démonstrations de bains de teinture. Notamment le sulfate de fer, un produit non dangereux pour la santé et l'environnement. Du coup là je vais mettre que 12 grammes. C'est vraiment pas beaucoup et vous verrez ça change, normalement ça change bien la couleur. Ça c'est quoi? C'est du sulfate de fer. Sulfate de fer. C'est quoi sulfate de fer? Ça s'utilise aussi en agriculture et en fait ça, là pour les teintures ça permet de fixer et de modifier les teintes. Ça va rendre plus foncé. Par exemple pour le curcuma normalement ça va tendre vers du noir au foncé. Enfin. Par rapport au sulfate de fer, moi je n'étais pas du tout au courant de ce produit chimique là qu'on pouvait utiliser pour fixer la couleur et assombrir les pandanus. Et puis donc là, ça nous permet au fait pour nous de... Enfin là c'est un plus pour nous, c'est une connaissance, un savoir en plus pour nous. Et je pense qu'on va mettre en pratique bientôt. Manola aussi est intéressée par le sulfate de fer, bien qu'elle ait jusqu'ici une recette bien à elle. Mais après les cuissons, quand ça bouillit, moi je rajoute savon machine. Comme Ariel, les sticks. Qu'est-ce que ça apporte? Ça renforce la couleur, ça teint plus foncé. Voilà. Un peu de technique, c'est ça. 3 bains de coloration avec du curcuma sont mis en démonstration avec 2 mordants différents. L'un avec du vinaigre blanc, l'autre avec du sulfate de fer et le 3e sans mordant. Le lendemain, les artisans peuvent voir les couleurs obtenues avec les protocoles d'Émilie. Ça, c'est une autre couleur. Mais c'est joli aussi. Quand on met dedans les pandanus blancs, ça va aller cette couleur. Enfin, et ça paraît, c'est un peu orange. Orange clair. Oui, c'est joli. Je ne sais pas tresser le chapeau. Je ne peux pas te dire pour le chapeau. Ben, sinon, avec le panier, les pandouraises, les portefeuilles, c'est bon, ça va aller. C'est la première fois que j'ai vu les couleurs comme ça. Ben, sinon, c'est joli. Après 2 jours d'échange, les artisans repartent avec de nouvelles techniques qui vont enrichir leur savoir-faire ancestraux. Avec ce type d'action, le projet Protège valorise des produits qui sont au cœur des sociétés océaniennes et soutient des filières économiques durables et innovantes.